nos travaux de la soirée avec l'examen de la proposition de loi pour la revitalisation pérenne des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire. Et sans plus tarder, je laisse la parole à notre rapporteur, Monsieur Hubert Vulfranc, pour une petite dizaine de minutes. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues. Alors, cette PPL vous propose un arrêt sur image. L'image, ce sont les lignes de desserte fine du territoire, 40% du réseau national, vous l'avez vu, un patrimoine majeur qui, dans de nombreuses régions, dont vous êtes issus d'ailleurs pour certains, sont majoritaires dans l'armature du territoire. Un patrimoine dont le rapport du préfet Philizot a montré qu'il était particulièrement dégradé et sur lequel pesait dans la décennie que nous vivons et donc pèse dans la décennie que nous vivons un risque de fermeture de lignes pour 40% d'entre elles. 40% du patrimoine global du réseau et 40% de cette séquence de patrimoine, donc avec une menace de fermeture. Une projection qui prolongerait, somme toute, la trajectoire engagée depuis fort longtemps. C'est cet état des lieux qui a été mis au regard de plusieurs enjeux majeurs pour notre pays, ratifiés d'ailleurs par plusieurs lois, bien évidemment la loi mobilité, la loi climat. Le premier enjeu, bien évidemment souligné avec ces petites lignes, c'est la décarbonation du secteur des transports terrestres qui remet au centre des priorités le transport ferroviaire et sa redynamisation massive. Deuxième enjeu, l'aménagement du territoire et la nécessité de son rééquilibrage en faveur des territoires ruraux et périurbains qu'il est nécessaire de revitaliser. Troisième enjeu, la redynamisation économique et sociale de bassins de vie devant participer à la croissance nationale. Ainsi, à l'instant T, les lignes de desserte fine du territoire voient leur avenir cadré par la mise en œuvre de contrats régionaux, avec des lignes versées au réseau national, avec des lignes versées à la négociation des contrats de plan État-région, et enfin avec des lignes placées sous la seule responsabilité des régions. Ce cadrage des responsabilités interroge naturellement le cadrage des financements qui va avec et qui reste à ce stade inabouti puisque les efforts engagés par l'État n'apparaissent pas à la hauteur de la revitalisation souhaitée notamment par les régions. Parmi les kilomètres de lignes fines de desserte du territoire dont héritent les régions, vous aurez noté dans le rapport que près de 3800 km de lignes sont ouvertes mais sans circulation. Elles sont dites suspendues. 2000 km de lignes sont quant à elles fermées, mais maintenues dans le domaine public ferroviaire, avec la plupart du temps des conventions d'occupation précaires pour des tiers. Et enfin, 134 km de lignes font à ce jour l'objet de projets de réouverture dans le cadre du transfert de lignes aux régions. Le potentiel de relance est donc considérable, notamment concernant les lignes dites suspendues. Dans ce cadre, ont émergé plusieurs revendications à l'échelle régionale, portées notamment par la Convergence Rail, des collectifs citoyens, des industriels et des élus locaux qui se sont prononcés pour l'engagement d'une politique volontariste de réouverture des lignes suspendues. Mais pour cela, il faut donner du temps au temps long ferroviaire et en premier lieu, bien évidemment, et faire en sorte d'éviter tout déclassement de lignes, étape ultime qui emporte le retrait opérationnel du transport ferroviaire. C'est l'objet du moratoire inscrit à l'article 1. Après le tour de table des audiences et l'examen des amendements que vous allez proposer, je proposerai moi-même d'ajuster la durée du moratoire à 10 ans à compter du 1er janvier 2024 et de cibler plus spécifiquement les lignes suspendues.
le fameux réservoir de 3700 km de voies de lignes dites suspendues où la circulation donc des trains n'est plus opérante. Je vous le rappelle, c'est 3765 km exactement. Je ne proposerai pas, par contre, de date antequem à leur fermeture, mais je maintiendrai dans ce cadre toute ligne suspendue, quelle que soit la date de suspension des circulations. À cet égard, au regard de ce potentiel, l'article 2 propose une participation paritaire État-région sans exclure d'autres financeurs. C'est d'ailleurs là encore l'objet d'un amendement de précision de ma part, et ce pour l'ensemble des études à engager pour réouvrir ces lignes à circulation, à une circulation courante, voyageurs et fret, et ou fret d'ailleurs. C'est un vrai enjeu financier dont la résolution doit être facilitée pour que la volonté politique qui nous est commune s'accomplisse. L'article 3 vise à préciser cette commande politique de relance aux opérateurs réseau et voyageurs SNCF et à formaliser l'évaluation via un débat annuel au Parlement. Enfin, l'article 4, réécrit par amendement, là encore après éclairage précis sur les fonctions du Haut Comité du système ferroviaire, proposera l'instauration notamment d'un droit d'avis conforme aux seules autorités d'organisation des mobilités régionales exposées à une fermeture des lignes de desserte fine du territoire. Voilà une présentation la plus rapide possible de cette PPL. Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons à la discussion des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Pascal Boyer. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, en France, le pourcentage d'émissions des gaz à effet de serre des transports est le plus important. Il représente plus de 30%, alors que plus de 9 ménages sur 10 possèdent un véhicule individuel. Il est donc indispensable de décarboner nos moyens de locomotion. Le ferroviaire est un des principaux moyens de cette décarbonation. Si nous voulons que nos objectifs nationaux inscrits dans la stratégie bas carbone soient atteints. C'est pourquoi le groupe Renaissance soutient le déploiement du ferroviaire et notamment la revitalisation des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire, lignes classées dans la catégorie UC7 à 9 et qui représentent près de 40% du réseau ferré national. Ces lignes sont incontournables car elles permettent l'interconnexion des divers bassins de vie des territoires. En 2020, le gouvernement de l'ancienne mandature a lancé un grand plan de remise à niveau des petites lignes ferroviaires afin de pérenniser le service public. 7 milliards d'euros seront investis pendant 10 ans. Ce plan prévoit un changement de gouvernance avec la mise en œuvre de protocoles d'accords régionaux intégrés dans les contrats de plan État-région, afin que les régions puissent, entre autres, prendre tout ou partie des émissions de gestion, voire la propriété de certaines lignes. De même, pour régénérer ces lignes, l'État a mobilisé entre 2021 et 2022 65 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, ce qui a permis de financer plus de 200 millions d'euros d'opérations pour un linéaire de 600 km de ligne. Le 24 février 2023, notre collègue David Valence a remis à la Première ministre le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures dont il détient la présidence et dont je salue une nouvelle fois l'excellent travail effectué pour assurer la mobilité au quotidien de nos concitoyens et la décarbonation de nos transports. Ce même jour, la Première ministre a annoncé un investissement de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour une nouvelle donne ferroviaire. De plus, d'ici la fin du quinquennat, 1 milliard d'euros supplémentaires par an seront consacrés à la régénération du réseau et 500 millions pour sa modernisation. Merci. Pour toutes ces raisons, le groupe Renaissance proposera des amendements dans le but d'apporter des améliorations visant à favoriser le réseau ferroviaire existant dans la droite ligne du rapport du COI et des annonces du gouvernement. Merci. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Edwige Diaz. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cette proposition de loi visant à protéger notre réseau ferroviaire en instaurant un moratoire sur tout déclassement ou déferrement de voies ferrées de SNCF Réseau est d'utilité publique.
Alors que nous avons constaté l'idéologie anti-automobiliste des gouvernements successifs, abandonnant les Français face à l'augmentation des prix des carburants ou encore en instaurant les très excluantes ZFE, il est aujourd'hui indispensable de sanctuariser le train, mode de transport toujours largement emprunté par nos concitoyens. En effet, les facteurs d'inquiétude se sont multipliés ces dernières années. La longue absence d'investissement et le délaissement des petites lignes ont légitimement contribué à alimenter le sentiment d'abandon des habitants de nos villes et de nos villages. En effet, 40% du réseau de proximité est menacé, faute de régénération, d'après le très sérieux rapport du préfet Philizot. Ainsi, pas une région française n'est épargnée. L'article 3 de la présente proposition de loi, qui sera soutenue par le Rassemblement national, pourra largement pallier ce problème en intégrant au contrat entre l'État et la SNCF l'objectif de relance des plus petites lignes ferroviaires. De même, doter les régions d'une forme de droit de veto en cas de projet de fermeture de ligne par l'article 4 permettrait de redonner leur voix aux collectivités territoriales. Ainsi, les députés du Rassemblement national voteront en faveur de cette proposition de loi qui va dans le bon sens et chercheront à l'améliorer en participant au travail de cette commission qui, nous l'espérons, fera de cette proposition une loi transpartisane à son arrivée en séance. J'en profite également pour remercier Monsieur le rapporteur ainsi que les administrateurs pour la conduite des auditions effectuées dans des délais particulièrement courts, mais qui n'ont pas manqué d'éclairer efficacement le travail des parlementaires. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La Française Soumise NUPES, la parole est à Sylvie Ferrer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. L'utilisation accrue des systèmes ferroviaires pourrait offrir des possibilités de réduction des émissions de carbone. Voilà ce qu'affirment les experts du GIEC dans leur dernier rapport. Le constat est simple. Lorsque les voyageurs ou les marchandises prennent le train plutôt que la voiture, le camion ou bien le bus, alors ils réduisent leur empreinte carbone. Il faut dire que les transports représentent le premier secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons avec le train un formidable outil pour atténuer au maximum les effets du changement climatique. Alors, logiquement, quand les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont dû se prononcer, 95,9% ont considéré qu'il fallait créer les conditions d'un retour fort à l'usage du train au-delà des voies à grande vitesse. Malheureusement, la France a un train de retard. Force est de constater qu'en dehors des grandes lignes et des zones urbaines, accéder au train n'est pas à la portée de toutes et tous, notamment dans les territoires ruraux à faible ou moyenne densité. Les lignes du quotidien souffrent d'un sous-investissement chronique. Les trajets se rallongent et les lignes disparaissent. Quant au fret, l'ouverture à la concurrence en 2006 l'a éteint à petit feu. La proposition de loi que nous allons discuter a surtout pour vocation de protéger les petites lignes qui sont amenées à disparaître. C'est essentiel, c'est un premier pas, c'est la condition impérative pour ensuite redonner vie aux dessertes fines. Nous proposerons par nos amendements de faire un pas de plus en facilitant le report modal et en valorisant ces petites lignes. Le réchauffement climatique nous presse, nous devons être ambitieux et donc à minima permettre à ce texte d'aboutir. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Pierre Tête. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi ne peut que susciter la bienveillance. Les élus ruraux savent ce que signifie une fermeture de ligne pour les territoires où la voiture reste une obligation et où l'offre de transport est inexistante. Dans ma circonscription de la Loire et celle de mon collègue Chassaigne dans le Puy-de-Dôme, depuis le 2016, plus aucune circulation ferroviaire n'emprunte l'axe Clermont-Ferrand-Saint-Étienne entre Thiers dans le Puy-de-Dôme et Bouin-sur-Lignon dans la Loire. Ainsi, les acteurs de ce territoire se mobilisent, notamment l'association Le Train 63 42 69, rassemblant citoyens et élus. Dans cette proposition de loi, l'article 1er propose un moratoire de 20 ans que vous venez de ramener à 10 ans, monsieur le rapporteur, sur les déclassements, fermetures et transferts de lignes de SNCF Réseau. Il nous faut avoir du bon sens. Pourquoi garder une ligne si une alternative en car est plus souple et moins chère ? Pourquoi garder des voies non utilisées qui coûtent 2 000 € par an et par kilomètre rien que pour chasser les mauvaises herbes, quand nos besoins de financement sur d'autres lignes, comme celle que je cite entre Bouin et Thiers, sont si importants ?
La loi LOM est confiée a confié aux régions le rôle d'autorité organisatrice des mobilités. Leur intérêt est de développer le potentiel de ces lignes, pas de les fermer, et elles sont les mieux placées pour en juger. Nous proposons donc la suppression de l'article 1er, les inconvénients étant à nos yeux plus nombreux que les avantages. Nous sommes par contre favorables au reste du texte. Nous proposons même que toute fermeture soit conditionnée à une étude de trafic indépendante soumise à enquête publique. L'enjeu, c'est de sauver des lignes existantes dans le cadre du plan à 100 milliards de Madame la Première ministre. Dans le monde rural ou ailleurs, une ligne ne ferme pas parce qu'elle n'a pas assez de trafic, mais parce qu'elle n'a pas assez de trains. Il faut donc renforcer l'offre, même en heure creuse. Des économies devront être trouvées en révisant les référentiels de voies pour y faire circuler les trains plus légers. Pour finir, les petites lignes sont indispensables au maillage de nos territoires. Le débat sur cette proposition de loi est un premier signal. Passons ensemble à la vitesse supérieure. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Mickaël Cosson. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Notre groupe des démocrates reçoit cette proposition de loi avec intérêt. Tant nous sommes partisans de la relance des petites lignes ferroviaires pour assurer un maillage équilibré du territoire. Au-delà de l'outil puissant au service de la transition écologique, bénéficier d'une gare à proximité de chez soi, d'un maillage local et notamment d'une liaison directe vers Paris demeurent les leviers indispensables à l'attractivité d'un territoire. Or, le réseau est vieillissant et c'est pourquoi nous avons souhaité en faire une de nos priorités depuis 2017. Je pense notamment au plan de relance avec ses 600 millions d'euros, mais également aux annonces dernièrement de la Première ministre pour 100 milliards d'euros pour le transport ferroviaire, avec notamment le lancement de RER métropolitains. Mais ces investissements doivent également permettre la restauration et l'entretien de nos lignes, dont la moyenne d'âge s'élève à 40 ans. Près de 40% sont dans ce cas. C'est pour ces raisons que nous soutenons l'objectif poursuivi par ce texte et que nous vous présenterons des propositions pour le faire évoluer. Sur votre proposition d'un moratoire de 20 ans, nous ne considérons pas opportun de bloquer les projets locaux utiles au développement des territoires, bloquant la cession des voies ferrées non utilisées depuis des décennies pour certaines, empêchant de faire émerger de nouveaux projets. En outre, un moratoire viendrait contraindre le rythme accéléré d'innovation qui ont lieu sur le territoire. C'est pourquoi nous proposerons un moratoire de 10 ans exclusivement pour les voies en circulation depuis 2017. Cela nous semble plus pertinent de protéger les lignes actuelles que de faire obstacle à la reconversion d'emprises foncières inutilisées depuis des années. Celles-ci doivent être considérées comme des sources de développement de mobilité plutôt que des friches SNCF à l'heure où la ZAN est dans tous les esprits. De la même manière, nous ne considérons pas que la réouverture de lignes fermées ou déclassées doit systématiquement être la solution. Nous ne souhaitons pas porter atteinte à la libre administration des collectivités et encore moins créer des déséquilibres financiers. Pour conclure, nous considérons que la puissance publique doit se positionner comme partenaire des collectivités afin de leur apporter le soutien technique, administratif et financier dont elles nécessitent, en favorisant la transformation de ces voies ferrées vers des alternatives de mobilité décarbonée telles que le train léger à hydrogène, des tram-trains, des trains automatisés ou encore tout simplement des voies douces, en adéquation avec les besoins territoriaux de nos concitoyens. Parfait. Point final. Merci. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Chantal Jourdan. Oui, merci Monsieur le Président. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à une revitalisation pérenne des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire. Enfin, le développement du transport ferroviaire reprend toute sa place dans le débat public. Les citoyens sont en rendez-vous, sont de plus en plus nombreux à utiliser le train ou à le rechercher comme première solution de mobilité. Malheureusement, de nombreuses lignes qui structuraient les déplacements et l'activité dans notre pays ont disparu. Par ailleurs, les mal nommées petites lignes existent encore mais ne sont pas fonctionnelles ou peu usitées. Nous saluons cette PPL du groupe communiste qui s'appuie sur les derniers rapports produits sur le ferroviaire et propose un cadre de protection de l'existant. Ainsi, l'instauration d'un moratoire sur toutes les opérations de déclassement, de déferrement et de cession d'emprise foncière des lignes ferroviaires appartenant à SNCF Réseau nous semble être une bonne mesure, une mesure nécessaire même. Ainsi seront protégées des lignes classées UIC 7 à 9 qui présentent un état préoccupant, sont peu ou ne sont plus utilisées. Ce temps de moratoire doit bien sûr permettre de repenser la restauration d'un maillage du territoire national, répondant aux besoins des usagers, tout en répondant aux enjeux du changement climatique. Enfin, il va de concert avec la nécessaire relocalisation des activités et un réaménagement équilibré du territoire.
Nous proposerons d'enrichir cette PPL en proposant quelques amendements sur la nécessité de renforcer la présence de gares et guichets, la nécessité de prévoir des travaux et aménagements permettant de proposer une augmentation des fréquentations, sur la nécessité de renforcer le fret, sur l'élaboration de cartographie régionale pour l'électrification des voies ou autres solutions décarbonées. Je vous remercie. Juste une question technique, vu l'heure qu'il est. Et vu le nombre d'amendements que nous avons examinés, comment continue-t-on le travail? Je vous remercie. C'est une excellente question. Comme nous l'avions précisé, nous continuons la discussion sur ce texte de loi ce soir. Partez les tasses à café. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, 40% de réseau ferré national correspond à des petites lignes, dont 85% ne sont pas électrifiées. Cette proposition de loi est donc à la croisée des enjeux de mobilité et de transition énergétique et écologique auxquels notre groupe Horizon et Apparentés est particulièrement attentif. Avant toute chose, ainsi, nous tenons, Monsieur le rapporteur, à vous remercier pour porter ces enjeux au corps de notre commission, en cohérence avec l'engagement fort du gouvernement en faveur de la relance ferroviaire. En effet, le 24 février 2023 dernier, la Première ministre annonçait un investissement de l'État de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour réussir une nouvelle donne ferroviaire. Compte tenu notamment de la demande sociétale, de la pertinence sur le plan environnemental et économique, comme du contexte actuel d'augmentation des prix du carburant, une politique de relance du ferroviaire est à l'œuvre dans les pays européens depuis plusieurs années. C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente proposition de loi. Cependant, nous devons anticiper cette transition, prévoir les infrastructures de demain, s'assurer de la cohérence entre notre travail législatif et les projets de territoire. Il s'agit avant tout de s'adapter. La présente proposition de loi, telle que déposée, n'est pas tant dans une logique d'adaptation aux enjeux de mobilité et de transition écologique, mais plutôt dans une logique de statu quo. Pour cette raison, nous défendons une série d'amendements visant à mieux préciser les mesures proposées, dans un souci de cohérence territoriale, tout en gardant comme ligne de conduite la poursuite de nos objectifs de relance ferroviaire et de transition. Par exemple, le moratoire de 20 ans proposé à l'article 1 sur toute opération de déclassement, de déferrement ou de cession foncière d'entreprise de voies ferrées pourrait finalement entrer en contradiction avec des projets portés par les collectivités locales depuis plusieurs temps. Nous ne pouvons pas voter à l'échelle nationale des textes qui priveraient nos collectivités de mettre en œuvre d'autres politiques de transport avec leur singularité locale qu'elles pourraient juger plus pertinentes. Par exemple, le remplacement d'une ligne ferroviaire par un tram, alors même que ce sont ces collectivités qui connaissent le mieux les spécificités de nos territoires et les besoins de leur population. Ainsi, chers collègues, nous partageons bien évidemment l'esprit général de cette PPL et nous soutiendrons plusieurs amendements visant à la rendre encore plus opérationnelle. Merci. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Charles Fournier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Alors, cette proposition de loi est bienvenue. C'est un sujet majeur. Nous donnons, je crois, aujourd'hui le sentiment que nous sortons d'un modèle du tout TGV, d'un modèle qui a dégradé tout le réseau secondaire, toutes les lignes mal nommées petites lignes de desserte fine de nos territoires. Tous les chiffres ont été rappelés, à la fois le vieillissement de ce réseau, à la fois la part qu'il représente, mais aussi le nombre de lignes qui aujourd'hui fonctionnent en restriction. 22% de ces lignes ne fonctionnent pas à hauteur de leur capacité. Et pourtant, le ferroviaire, c'est l'allié du climat. 11% de passagers, 9% de marchandises, ça représente à peine 0,3% des émissions de gaz à effet de serre sur un secteur qui en produit 30%. Et donc, c'est évidemment une solution majeure et clé. La SNBC fixe une augmentation de la part modale de 27% en 2030. La route est longue et il faudra mobiliser beaucoup de moyens pour réussir. Et c'est là où la question se pose. Si on regarde ce qu'était le contrat de performance 2021-2030 de SNCF Réseau, on était loin du compte. 2 fois moins par exemple d'investissement, si on se compare à d'autres pays européens qu'en Allemagne, 6 fois moins qu'en Suisse, 5 fois moins qu'en Autriche, 4 fois moins qu'au Danemark. L'ambition n'était pas à la hauteur. Alors, on nous annonce aujourd'hui un plan à hauteur de 100 milliards. Mais pour l'instant, c'est une annonce. Nous avons besoin de voir ce que concrètement ça voudra dire. Quelle part pour régénérer le réseau, quelle part pour des nouvelles lignes, quelle part pour les réseaux métropolitains. Bref, de regarder très clairement où sera mobilisées ces capacités-là. Alors en attendant, cette
proposition est intéressante. Le moratoire que vous avez ramené à 10 ans et sur les lignes suspendues nous paraît plus pertinent. La question de fixer une ambition des objectifs, le rôle du haut comité du système ferroviaire, tout ça sont des mesures qui sont importantes, mais qui n'aboutiront que si, par ailleurs, nous avons une planification des moyens à la hauteur de l'enjeu. Merci, chers collègues. Pour le groupe Gauche, démocrate et républicaine, la parole est au président Chassaigne. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais tout simplement aller directement sur la proposition faite par notre rapporteur, qui est le résultat aussi des auditions qu'il a pu faire. C'est de s'attacher aux lignes qui sont suspendues. Les lignes qui sont suspendues. Et donc, il est absolument indispensable que ces lignes, elles aient possibilité d'être remises en action et qu'elles ne soient pas déclassées. C'est ça la priorité de la priorité. Je prends un exemple précis, puisque quelquefois, il faut utiliser l'exemple, comme les paraboles bibliques d'ailleurs. Quand David l'Auvergnat a avalé Goliath le Rhône-Alpin, en 2016, la même année, en 2016, comme l'a dit d'ailleurs notre collègue Jean-Pierre Tête, la même année, en 2016, on a la liaison directe entre Saint-Étienne, une des 3 métropoles d'Ora, et Clermont-Ferrand, qui a été fermée. C'est une aberration. 47 km. 47 km. Alors, il y a bien sûr toutes les argumentations que je partage complètement sur l'exigence de revaloriser le rail. Et qu'on arrête d'avoir des véhicules sur la route. Là, c'est le cas. Je crois que c'est une douzaine de bus qui remplacent, sur les routes, cette ligne qui a été supprimée. La réalité, elle est comme ça, la réalité. Et en dehors des questions environnementales, il y a l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'en même temps, dans la proposition qui est faite par notre collègue Hubert Wulfranc, il y a non seulement un moratoire qui serait fait sur 10 années pour qu'il n'y ait pas le déclassement de ces lignes qui aujourd'hui sont suspendues, ça laisse le temps. Mais aussi, parallèlement, pour répondre aux questions qui ont été posées, parallèlement qu'il y ait une étude qui soit faite. Parce que c'est pas seulement le train, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est les lignes de rabattement qui peuvent être faites. C'est une réflexion qui peut être faite sur tout un territoire. Merci, président. Pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, la parole est à Guy Bricou. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Au groupe Lyot, nous ne pouvons qu'être favorables à tous les dispositifs qui permettront une relance concrète des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire. C'est d'autant plus primordial que celles-ci, qui représentent pas moins d'un tiers du réseau national, soit 12 000 km, ont souffert durant des décennies de la priorité donnée au tout TGV. À cette période d'abandon a succédé, hélas, celle des atermoiements. Que dire des rapports et autres contrats qui se sont ainsi succédés, préconisant tout et son contraire. Pour n'en citer que quelques-uns, le rapport Spinetta, qui promettait en 2018 un enterrement de première classe pour nombre de petites lignes. En avril 2022, un contrat de performance État SNCF réseau lamentable. Et puis finalement, un peu moins d'un an plus tard, un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire, mais sans savoir encore réellement quelle part de celui-ci bénéficiera aux petites lignes. Et pourtant, ces si mal nommées petites lignes sont essentielles à nos territoires et à notre pays en général, via notamment leur interaction avec le reste du réseau. Elles sont essentielles au développement économique, au développement durable. Il faut en finir avec le tout voiture, notamment dans nos territoires les plus reculés. C'est mauvais pour la planète, c'est terrible pour le portefeuille de nos concitoyens. Et enfin, aux attentes de notre société post-Covid et à ses objectifs de relocalisation, nos concitoyens aspirent à un retour dans les territoires, ce qui implique un redéploiement des dessertes fines pour rester en lien avec les plus grandes villes, là où se trouve le travail, les services publics, les loisirs. Pour conclure, je dirais que cette proposition de loi est d'autant plus la bienvenue qu'au-delà des effets d'annonce gouvernementaux, nombre d'interrogations demeurent. En particulier, nous ne disposons d'aucune donnée pertinente sur le nombre exact à ce jour des lignes de desserte fine rénovées. Nous sommes maintenus dans une véritable nébuleuse. Monsieur le rapporteur, avant de passer à l'étude des amendements. Faut que je fasse vite, là. Vous, monsieur le rapporteur. Alors, quelques éléments de réponse pour les différents collègues.
D'abord, je vous demande effectivement d'appréhender la discussion qui s'ouvre désormais, non pas à l'aune de la proposition de loi initiale, mais à l'aune des amendements que j'ai déposés pour tenir compte à la fois des audiences et aussi des amendements que vous avez vous-même déposés. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je discerne une adhésion large des différents groupes aux enjeux que soulève très partiellement, soyons modestes, cette proposition de loi. Plusieurs éléments. D'une part, sur les enjeux du moratoire, vous discernez tous que nous sommes dans une situation de transition, à la fois en termes de responsabilité. On est à l'aune, effectivement, des potentiels transferts de gestion aux régions, voire transferts de propriété. On reste globalement, même s'il y a des engagements soulignés par la collègue Renaissance, mais on reste, pour reprendre le terme de notre collègue Doliot, dans une relative nébulosité quant aux engagements financiers. Et bien évidemment, chaque ambition dépend des sous qu'on y met, et vous comprendrez qu'il y a là encore matière, et c'est ce que le représentant de l'association des régions de France nous indiquait. Il y a là un enjeu qui mérite de continuer d'être éclairé, malgré les engagements. Et donc, là encore, tout cela au regard de ce potentiel majeur sur lequel nous resserrons cette proposition de loi, qui sont les 3750 km de voies suspendues, je le répète, et dont nous vous proposons de faire l'enjeu majeur de ce texte de loi. Un enjeu majeur donc qui devrait nous rassembler, qui mérite bien évidemment, et sous des formes diverses, vous l'avez dit, de donner le temps au temps, ne serait-ce que le temps de l'étude. Le temps de l'étude, quelles que soient ses conclusions. Pourquoi garder? Faut-il garder? Faut-il aller à des alternatives ou non? Rester dans une forme, dirais-je, épurée de desserte ferroviaire telles que les petites lignes l'ont assumé jusqu'à une date X. Et c'est pourquoi également je ne retiens pas la date de 2017 qui pourrait être avancée ici ou là. Et à l'exemple même de celui qui vient d'être donné par notre collègue Tête, mais repris par André Chassaigne, la ligne en question dont il est fait mention, c'est 50 km fermés en 2016. Voilà, et qui est une césure majeure sur une ligne qui relie quasiment deux métropoles, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Voilà, donc je pense que à vous écouter, toutes les conditions sont réunies pour une co-construction. J'y reviendrai sur le moratoire. Ni rejet simple, s'il vous plaît, du moratoire, ni excès de moratoire. Et je demanderai le retrait d'une demande de moratoire jusqu'à ce que notre pays ait atteint les 25% de circulation train, tel que proposé par nos collègues FI, même si j'en comprends la logique. Ni retrait de moratoire, ni excès de moratoire. Moratoire pour donner le temps au temps. Et le temps de la consultation des élus locaux et le temps de l'étude. Nous arriverons à l'article 2, mais là j'anticipe largement au débat, et compte tenu de leur avancée qui va nous retenir, je vous propose de passer à l'étude des amendements. Proposition acceptée, monsieur le rapporteur. Merci. Nous en venons donc à l'article 1er, amendement de suppression de l'article, amendement CD5 présenté par monsieur Valence. Oui, monsieur le président, mes chers collègues, cet amendement a d'abord un objectif, c'est celui de ramener au réalisme, qui n'est pas l'ennemi de l'ambition en matière ferroviaire. Je salue la bonne foi
et l'engagement du rapporteur, qui a le mérite de poser le débat sur des lignes qui ont été abandonnées, tout gouvernement confondu, y compris avec des ministres communistes des Transports, pendant des décennies, et sur lesquelles le niveau d'investissement public a commencé à réaugmenter ces dernières années, à la faveur des accords qui ont été conclus dans 8 régions entre l'État et les collectivités territoriales et les régions singulièrement. Du reste, on pourrait élargir le débat qui est posé par le rapporteur sur les lignes de desserte fine du territoire voyageurs à celui du capillaire fret, qui est aussi un sujet important dans notre pays, qui vient irriguer les magistrales de transport de marchandises. Mais la situation est la suivante. On est aujourd'hui dans une réalité d'investissement qui fait qu'on doit prioriser les lignes circulées et ouvrir la porte potentiellement à des réouvertures de lignes là où les régions le décident en accord avec l'État. C'est très exactement ce qui est fait dans les accords. Certaines régions n'ont pas souhaité les signer et on peut le regretter, que l'État a invité les régions à signer avec lui. Et même si on peut ici se dire, il y a sans doute des personnalités dans la salle qui le pensent, que ce serait à l'État d'investir à 100% sur ces lignes pour les rouvrir, il se trouve que ce qui est mis depuis quelques années, c'est nettement plus que ce qui était mis auparavant, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'hypocrisie et on est dans le réalisme qui est un volontarisme ferroviaire. Et donc, une mesure générale sur des lignes suspendues, une mesure nationale qui ne tiendrait pas compte des volontés locales et notamment des volontés régionales, serait nécessairement une mesure de moratoire qui viendrait brider des projets d'utilisation autre de l'infrastructure, par exemple sur des réseaux express de cars ou sur des voies vertes ou sur des itinéraires cyclables. Et il y a des projets parfois sur des lignes qui sont non circulées depuis longtemps mais qui ne sont pas complètement déclassés. Il y a des projets de ce type, des projets locaux. Donc le bon sens, c'est de ne pas les bloquer. Et je serai amené évidemment à soutenir avec mes collègues du groupe Renaissance des mesures de moratoire sur les lignes qui sont aujourd'hui circulées ou qui l'étaient à partir de 2017, mais bloquer de façon générale sur toutes les lignes où les circulations sont suspendues, ça n'est pas raisonnable et je le dis, c'est confondre le romantisme ferroviaire avec le volontarisme ferroviaire. Merci. Amendement CD 21, présenté par Monsieur Tête. Non, moi je vais rebondir sur ce qu'a annoncé mon collègue Valence. Je suis complètement d'accord avec lui. Je pense qu'il faut laisser sur le sujet la main aux régions et c'est la raison pour laquelle, sans rajouter d'éléments supplémentaires à son expression, cet amendement est un amendement de suppression à cet article. Je pense que la main doit être aux régions et que c'est plus raisonnable qu'on puisse supprimer cet article. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Bon, d'une part, dans certains attendus des motifs des deux amendements considérés, je voudrais souligner, sans faire œuvre de polémique, que l'appréciation portée sur la proposition de moratoire, dont je dis qu'elle a été révisée à l'aune de l'amendement que j'ai déposé et qui suit, est jugée comme uniforme et aveugle. Je retiens le terme aveugle, et je vous dis là sans polémiquer, mais je pense que nous avons été, et nous sommes encore, et les régions le disent, un peu encore dans l'aveuglement de la situation réelle des dites lignes, dans la nébulosité, comme disait notre collègue tout à l'heure. À tel point qu'au travers d'une indiscrétion, ce n'était pas un élu, mais c'était un mandataire de l'Association des régions de France qui nous disait, mais imaginez que nous n'avons même pas eu communication détaillée des conclusions du rapport Philizot à l'échelle des négociations avec les régions, qui sont censées disposer tout à la fois d'un étayage éclairé sur la consistance du réseau. Là, c'est un enjeu technique majeur pour une autorité d'organisation des transports, et a fortiori sur les enjeux financiers qui s'en suivent. Où d'ailleurs le président
du comité d'orientation des infrastructures, ci-devant Monsieur Valence, et sous sa responsabilité notamment, indiquait clairement que nous n'en sommes qu'à l'esquisse des conséquences financières de la redynamisation des petites lignes. Donc, je pense que l'aveuglement a été trop longtemps du côté de ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité. Et aujourd'hui, les régions souhaitent une clarification à la fois technique et financière sur l'avenir des petites lignes fines du territoire qui leur sont confiées notamment par le volet 2 et 3 des contrats État-région sponsorisés par l'ancien ministre, rappelez-moi son nom, l'ancien ministre Djebari, et qui sont d'ailleurs effectivement pas toutes signées parce qu'il y a des obstacles qui ne sont pas indifférents aux propos que je tenais tout de suite. Donc, en conséquence de quoi, je vais émettre un avis défavorable sur ces amendements de rejet pur et simple, pour vous demander de nous autoriser à avoir le débat sur la proposition d'amendement qui suivra et qui est, comme je vous l'avais dit, reciblée de manière plus resserrée et tenant compte des avis exprimés par un certain nombre de groupes. Merci. Le député Valence a demandé la parole. Je vous en prie, monsieur le député. Oui, comme je le disais, je vais retirer mon amendement parce que je crois qu'il faut ouvrir la voie à la discussion et à des mesures de protection de ces petites lignes. Et personne ici ne pourra me suspecter de ne pas en être un défenseur. Mais je tenais à poser cet amendement de suppression pour créer une forme de rappel à la réalité de tout le monde dans cette commission et à la responsabilité de ce qu'on va pouvoir faire réellement sur notre réseau ferroviaire dans les années qui viennent, et avec une priorité qui est bien celle de maintenir circuler les petites lignes qui le sont aujourd'hui. C'est ça la priorité. Président Chassaigne. Rapidement, je pense que M. Valente là, nous fera la démonstration de ce qu'il a dit tout à l'heure concernant, soi-disant, les baisses de crédit sur le chemin de fer qu'il y a eu des ministres communistes. Je me doute qu'il n'est pas ici pour faire de vaines polémiques. Donc il nous amènera les preuves de ce qu'il affirme. Oui, d'accord. Ensuite, la deuxième chose, quand on dit renvoyer aux régions, mais c'est la SNCF qui prend la décision. C'est la SNCF Réseau qui prend la décision. Et là, en plus de ça, avec les propositions qui sont faites par notre collègue Vulfranc, effectivement, eh bien, c'est uniquement les voies qui sont suspendues. C'est-à-dire, ça ne concerne qu'une minorité, je pense, en termes de kilométrage, de ce qui apparaissait dans l'article 1er. Effectivement, il faut rentrer dans la discussion. Et je vous remercie d'avoir retiré l'amendement que vous aviez déposé. Très bien, chers collègues, nous continuons dans l'étude de ces amendements. Le CD 62, présenté par monsieur le rapporteur. Alors voilà, nous en arrivons à cette réécriture que je vous propose, considérant, là encore, les auditions et les sensibilités respectives qui se sont exprimées autour de la durée et du cadre du moratoire. Je vous le lis. Ça évitera toute circonvolution. Donc, le présent amendement affine la rédaction du champ de l'article 1 qui visait initialement non seulement les lignes suspendues, mais aussi les lignes déclassées, fermées, déclassées et non déferrées, ainsi que les cessions foncières d'emprise déférées. En effet, les chiffres communiqués dans le cadre des auditions indiquent que le plus gros potentiel, 3750 km de lignes, pour la relance des lignes de desserte fine du territoire, se trouve dans la catégorie des lignes suspendues. On compte 447 km de lignes fermées et déclassées et 2014 km de lignes fermées, mais maintenues dans le domaine public ferroviaire. Je passe. On compte 3765 km de lignes suspendues mais non circulées depuis une date antérieure à 2012 et 512 km de lignes qui étaient en activité en 2012 et qui ont été suspendues depuis. Sur ce total, 134 km font l'objet de projets de réouverture dans le cadre de transferts de lignes aux régions. De ce fait,
eh bien, nous proposons de concentrer les efforts sur les lignes suspendues, telles que la rédaction l'y invite. Toutefois, il vise à ce que l'ensemble des lignes suspendues soient incluses dans le moratoire et pas seulement celles qui ont été suspendues depuis 2017. Exemple de la ligne 2016, mais plus largement, effectivement, c'est tout le potentiel des 3750 km que nous voudrions intéresser à ce moratoire. Que vous dire de plus si ce n'est que voilà, le présent amendement, bien évidemment, comme je l'indiquais, réduit de 20 à 10 ans, ce qui permet en même temps d'accélérer, selon nous, une dynamique de réflexion sur l'avenir des lignes et de donner plus rapidement des réponses à tous ceux qui se mobilisent localement en faveur de leur réouverture. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Chers collègues, je vous laisse la parole. Une question à notre rapporteur. Dans la discussion générale, on a évoqué l'idée d'études, notamment pour s'assurer, par exemple, que le moratoire ne viendrait pas contrarier les projets de collectivité territoriale. C'est le 2, mais très bien, la réponse arrivera à l'article 2, mais là c'est à compter du 1er janvier 2024, et donc ça concerne aussi des lignes qui sont par exemple suspendues depuis 3 ans. C'est une question. Oui. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. La proposition vise, d'une part, l'ensemble des lignes actuellement suspendues. La définition d'une ligne de desserte fine du territoire, d'une ligne suspendue, est très précise. Elle vise des lignes où il n'y a plus de circulation pendant 5 ans. Depuis et pendant 5 ans. À minima. Et elle peut être ensuite versée à la fermeture. Mais la fermeture engage une procédure lourde sur proposition de SNCF Réseau avec l'autorisation de l'État et ensuite l'avis simple des régions. Là, nous visons les lignes suspendues où les conditions de remise en circulation normale, qu'elles soient voyageurs ou fret, eh bien, sont une procédure simple, sous réserve effectivement d'un certain nombre de travaux de régénération, de mise aux normes et évidemment d'une correspondance à des besoins exprimés. Pour en venir à la référence de date, vous verrez des amendements qui suivent si celui-ci n'est pas pris en compte, qui propose de se limiter aux lignes suspendues depuis 2017. Or, nous considérons par cet amendement qu'il convient de prendre en considération l'ensemble des lignes actuellement suspendues et dont la décision est antécédente à 2017 et qui font le stock des 3750 km de lignes suspendues à ce jour et répertoriées, et de manière à viser une cible de potentiel de remise en fonctionnement que nous jugeons considérable, et ce, sous réserve, article 2, d'une étude qui permette de valider leur remise en fonctionnement normal, sans qu'une alternative puisse être exclue au terme des dites études. Donc, si je reviens à cet amendement, resserrement de la cible autour des lignes en statut ligne suspendue, et par contre, à la différence peut-être de nos collègues de la majorité, eh bien, nous ne mettons pas de date quant à la référence de la suspension de la ligne. Les collègues de la majorité mettent la date de 2017. Nous prenons l'ensemble du panel des lignes dites à ce jour suspendues, quelle que soit la date de décision de cette suspension.
Monsieur Valence. Oui. Moi, j'appelle les collègues à rejeter cet amendement pour une série de raisons. D'abord, la première, c'est que cet amendement, il a pour effet de protéger davantage les lignes sur lesquelles aucun train ne circule aujourd'hui que celles sur lesquelles des trains circulent encore. C'est le paradoxe, mais en concentrant l'effet du moratoire sur les cessions foncières de lignes où les circulations sont suspendues, ou plutôt qui sont fermées à la circulation, finalement, vous allez protéger plus ces lignes que des petites lignes ferroviaires aujourd'hui circulées. Et ça paraît quand même assez paradoxal. Et à cet égard, la formulation qui est proposée par certains collègues de la majorité, avec un niveau de protection sur les cessions foncières qui concerne à la fois les lignes du IC 7 à 9 aujourd'hui circulées et celles qui ont été suspendues depuis le 1er janvier 2017, me paraît bien plus logique que l'amendement que vous proposez. Je voudrais citer un exemple concret aussi de projet qui pourrait être bloqué par une mesure assez extensive, parce qu'une ligne suspendue depuis plus de 5 ans, c'est quand même une ligne qui s'est profondément dégradée. Ça ne concerne pas que des aménagements de réseaux de cars express ou de voies vertes. Ça peut concerner tout simplement dans une gare où vous avez aujourd'hui des lignes qui sont circulées, mais où vous avez une ancienne ligne qui ne l'est plus depuis plus de 5 ans, ça peut freiner la réutilisation d'une voie de service, par exemple dans le cadre d'un projet de pôle d'échange multimodal. Et donc je ne pense pas que ça soit dans l'absolu souhaitable de geler ainsi les choses. Et pourquoi la date du 1er janvier 2017 dans ce qui est proposé par certains collègues de la majorité? Parce que c'est la date du contrat de performance de SNCF Réseau 2017, celui qui avait été signé à l'époque et amené par des gouvernements socialistes, et qui disait tout simplement à SNCF Réseau de ne plus investir sur ces petites lignes ferroviaires. Je tiens quand même à le rappeler parce que c'est la vérité de ce qu'a été le message de l'État adressé à SNCF Réseau sur ces lignes-là. Donc cet accord me paraît protéger excessivement une catégorie de lignes qui aujourd'hui n'a pas nécessairement de l'intérêt de façon générale pour les collectivités. Et il me paraît aussi nécessaire dans ce moratoire, si nous en décidons un, de protéger les lignes qui sont aujourd'hui circulées au moins autant que celles qui ne le sont plus. Donc c'est pourquoi je vous appelle à rejeter cet amendement. Vincent Thibault. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense effectivement qu'il faut rejeter cet amendement et pour plusieurs raisons. La raison principale en fait pour moi, c'est qu'il est totalement contre-productif. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, on focalise sur la partie ferroviaire. Maintenant, on peut avoir aussi des petites lignes qui sont, ou des lignes qui sont désertées depuis un certain nombre d'années ou déclassées, qui peuvent être récupérées par des AOM, que ce soit des intercommunalités ou des régions, qui peuvent transformer ces petites lignes ferroviaires avec des solutions alternatives. Ça peut être des lignes dédiées à du bus, beaucoup plus économiques, qui rendent du service. Donc là, je pense que cet amendement, dans une logique effectivement de trouver des solutions alternatives, parce que le ferroviaire a un coût, le bus est beaucoup moins cher, on peut se priver aussi d'aménagements qui peuvent être repris par le côté territorial et qui pourraient amener des solutions de mobilité, de transport public, là où aujourd'hui le train n'est pas forcément opportun. Donc pour ma part, contre cet amendement. Monsieur Decker, et après on passe aux voix si vous Très voulez. bien, je remercie notre collègue Hubert Wulfranc pour les précisions qu'il m'a apportées, mais dans l'idée où il y aurait un peu plus de 3750 km, c'est cela Hubert, de lignes suspendues, qui pourraient bénéficier du moratoire tel que le présente cet amendement, je réfléchis à vote, il y en a qui peuvent être suspendus depuis plusieurs dizaines d'années, plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et si oui, ça fait beaucoup, quoi. Monsieur le rapporteur, et nous passons aux voix. Je peux répondre ? Je vous en prie, monsieur le rapporteur. Par rapport aux propos de à l'appréciation de monsieur Valence, il ne s'agit pas là de mettre de l'argent. C'est-à-dire la décision que nous prendrions sur la proposition de moratoire telle qu'elle est formulée, ne pénalise en rien d'un point de vue financier les efforts nécessaires pour les lignes, les petites lignes fines du territoire qui circulent aujourd'hui.
bien évidemment. Hein. Donc je rappelle, c'est une disposition quasi administrative de moratoire de 10 ans, mais qui n'emporte pas d'incidence financière à proprement parler. Donc personne n'en souffre. Je voudrais indiquer également que les lignes suspendues accueillent aujourd'hui fonctionnent aujourd'hui à d'autres fins. Par exemple, des trains touristiques circulent sur les lignes suspendues. Quand je parlais de suspension de circulation, c'est les circulations courantes. Mais des trains touristiques circulent, ont des autorisations de circulation sur ces lignes suspendues. Des séquences vélorail fonctionnent sur ces lignes suspendues. Alors, j'entends dire que ça permettrait, ça n'autoriserait pas l'émergence de solutions alternatives. Je crois qu'il faut prendre la mesure de ces solutions alternatives qui sont esquissées dans la bouche des uns et des autres, et ça à la main des autorités organisatrices de transport, c'est-à-dire les trains légers, voire des alternatives non ferroviaires. Là encore, je vous renvoie à l'article 2 qui doit donner le temps au temps de l'étude. Chacun sait ici que les études en matière ferroviaire sont particulièrement lourdes, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue technique, notamment dans le cadre d'une alternative soit à d'autres modes de déplacement ferroviaire plus légers, qui ne sont pas encore totalement mûrs aujourd'hui, soit à d'autres alternatives. A fortiori, peut-être la plus simple, c'est la transformation en voie verte. Et qui sont autorisées et qui fonctionnent déjà, ces solutions voie verte, sous l'égide des voies, non pas suspendues, mais des voies fermées, mais qui sont toujours du domaine SNCF et qui sont passées par convention avec des tiers, collectivités, etc. etc. Donc, ce que je voudrais conclure, c'est qu'en disant que ce moratoire de 10 ans sur l'ensemble des voies dont la circulation est suspendue, notamment, non seulement ne coûte rien par rapport à l'investissement sur les petites lignes fines du territoire où ça circule normalement, mais en plus, ouvrira droit à l'article 2 au temps de l'étude et des solutions, qu'elles soient réouverture normale des lignes à vocation de circulation courante, fret ou voyageurs, ou solutions alternatives. Merci monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix cet amendement et petite information que si cet amendement est adopté, il fera tomber tous les amendements sur cet article premier. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 62 qui est pour. Oui, c'est nous. Qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement CD 53 présenté par Madame Violent. Merci Monsieur le Président. Écoutez, je vous propose peut-être de défendre aussi le 54 en même temps, c'est possible ou pas ? Allez-y. Histoire d'être concise oui. et de gagner peut-être un petit peu de temps. Je remercie d'ores et déjà Monsieur Valence pour la qualification de logique de ces amendements qui prévoient des alternatives. Donc ici, on est effectivement sur un amendement qui vise à restreindre le moratoire qui est proposé pour une durée de 10 ans. Alors le 53, en fait, vise à préciser que ce moratoire permettra des dérogations et que les projets de mobilité alternative prévus par ces mesures dérogatoires sont en cohérence avec des objectifs de neutralité carbone, de transition écologique, bref, de préservation de l'environnement. Donc c'est le 53, il va viser cette restriction-là. Et le 54 va être plus large. Et la réduction, les dérogations moratoires ne visent à ne pas s'empêcher ou à s'opposer aux projets qui peuvent être développés par les collectivités territoriales pour mieux répondre aux besoins spécifiques de leur population et donc tout simplement de prévoir aussi des alternatives aux ferroviaires. Je vous remercie. Merci. Amendement donc identique. Amendement CD 39 présenté par Monsieur Cosson.
Oui, la différence, elle provient juste, donc on est toujours sur un moratoire de 10 ans, avec cette fois-ci, on prend la date du 1er janvier 2017, et toute exploitation qui est interrompue postérieurement à cette date. Merci. Amendement CD 43, présenté par Madame Boyer. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, oui, effectivement, cet amendement vise à faire un focus sur l'existant, ce qui revient à dire que pendant 10 ans, on ne fermera pas de lignes qui fonctionnent et qui fonctionnaient au 1er janvier 2017 ou qui ont arrêté de fonctionner depuis le 1er janvier 2017. L'amendement qui avait été présenté par le rapporteur risque de bloquer des opérations d'aménagement utiles à l'économie des territoires et risque de priver le système ferroviaire de ressources liées à la valorisation du foncier correspondant. Merci. Merci. Le CD 54 a été présenté par Madame Violent. Monsieur le rapporteur. Oui, vous comprenez bien que là, on est dans une proposition qui est minimale et qui, d'ailleurs, risque de n'entériner que ce qui est déjà prévu. Puisqu'il est déjà prévu aujourd'hui de réouvrir 150 km de lignes suspendues. Donc, je pense que là, je ne voudrais pas dire que nous enfonçons des portes ouvertes, mais nous ratifions ce qui va se faire. Et donc, je ne peux qu'être que défavorable à un statu quo ou à une ratification de ce qui va déjà être, ce qui est déjà dans les tuyaux. Avis défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Donc je vais donc mettre aux voix ces amendements, en sachant que s'ils sont adoptés, ils feront tomber tous les amendements jusqu'au CD 37 compris. Je vais donc mettre aux voix le CD 53 de Madame Violon, qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Il fait donc, si je ne m'abuse, tomber tous les autres amendements et nous reprenons au CD 13 avec l'amendement de Monsieur Carrière. Merci Monsieur le Président. Même si Monsieur le rapporteur a déjà donné son avis, je tiens à signaler qu'en 1980, plus de 25% du transport total de marchandises sur le territoire national se faisait en train. Aujourd'hui, cette part n'est plus que de 9%. Et pourtant, les transports représentent 32% des émissions de gaz à effet de serre en France. À l'heure de la mise en place des ZFE, à l'heure de la dévitalisation de notre patrimoine commun, il est urgent de retrouver la grandeur d'antan du fret ferroviaire. Les camions présents sur les autoroutes et sur les nationales passent pour beaucoup par la France sans même s'y arrêter et contribuent non seulement à la saturation du réseau, mais aussi à une pollution sanitaire et bruyante. Il est donc urgent d'entamer un changement de paradigme. 27% des petites lignes ne voient passer que du fret. Les laisser à l'abandon, c'est condamner les entreprises rurales qui en dépendent. Enfin, par la méthodologie de la classification UIC, le fret étant plus pris en compte, une hausse de la fréquentation en fret ferroviaire entraîne de facto une reclassification vers des UIC 6, ce qui peut permettre dans la politique d'entretien actuelle d'ajouter une garantie au maintien de ces lignes vitales. Par cet amendement, nous souhaitons donc apporter une garantie à la proposition de moratoire de M. Vulfranc. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, Monsieur Carrière, effectivement, j'ai indiqué tout à l'heure, dans une volonté de consensus qui n'a pas abouti, que je ne suivrai pas cet amendement et je fais une demande de retrait. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 13 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD2 de Monsieur Beauvais. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à ce que, durant le moratoire, malgré le projet de fermeture et ou de fin d'exploitation d'une petite ligne, SNCF Réseau se voit obligé de continuer l'entretien des voies ferroviaires en question. Cet entretien se traduit par la gestion de la végétation et des plantations aux abords des chemins ferrés de manière régulière à ce qui puisse permettre de maintenir ces lignes en état d'exploitation. Si la ligne devait être remise en service, un entretien de
de celle-ci est obligatoire. Il est navrant de constater que ce n'est pas toujours le cas. Non seulement le manque d'entretien peut, par la végétation, endommager la géométrie de la voie, en particulier lié à la pousse d'arbres, mais il est également question de sécurité, notamment pour lutter contre le risque d'incendie qui se déclare plus facilement dans les zones en friche. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, je ne vois pas ce qui me conduirait à être défavorable à cet amendement. Chers collègues, je vais donc mettre... Donc du coup, quel est votre avis, monsieur le rapporteur? Il n'est pas défavorable. Et bien sur cet avis tranché, je vais donc mettre aux voix cet amendement CD2 qui est pour, qui est contre. On va compter les amis. Qui est pour? 7. Qui est contre? Il est rejeté. Amendement CD 45, présenté par Madame Noix. Monsieur Beauvais, peut-être. Attendez. Monsieur Beauvais, non. Monsieur Morin. Monsieur Morin, non. Attendez, est-ce que je vous vois? Je vois bien Monsieur Morin. Ou Monsieur Beauvais. CD 45. Oui, il est défendu. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Je vous remercie. Bon, il y a là une proposition qui étend le champ des possibles, si je puis dire. J'en comprends l'enjeu, bien évidemment. On parle ligne, donc par extension gare. Mais j'en comprends d'autant mieux l'enjeu dans la proposition d'amendement du groupe socialiste à l'article 2 qui réunit les conditions qui demande que soient réunies les conditions d'une étude sur les fermetures de gares et de guichets dans le cadre effectivement de cette PPL. Et à ce titre, je vous demande le retrait au profit de l'article de l'amendement des groupes socialistes qui interviendra donc à l'article 2, c'est le CD24. Donc je vous demande le retrait au profit de l'examen de cet amendement ultérieur. Monsieur Morin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Nous allons retirer cet amendement et, une fois n'est pas coutume, suivre la consigne de Monsieur le rapporteur que je remercie au passage pour sa bienveillance sur le travail que nous avons pu faire. Et au demeurant, je voudrais d'ailleurs également saluer l'intelligence de situation de Monsieur le rapporteur qui, suite aux auditions, a revu sa position. Nous regrettons que l'amendement du rapporteur n'ait pas été adopté, le numéro 62, qui démontrait finalement une vraie ouverture d'esprit et puis un attachement très sincère aux petites lignes que nous partageons avec lui. Et je pense qu'un travail de long terme devrait être fait. Mais clairement, cette proposition de loi, elle est à la fois un bon signal politique et puis aussi le travail qui a été fait par monsieur le rapporteur lors des auditions et donc le travail d'amendement à son texte a été très sérieux et nous tenons à le saluer. L'amendement est retiré. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'article 1er qui est pour, qui est contre. L'article 1er est adopté. Article additionnel après l'article 1er. Amendement CD12 présenté par... Dites-moi. Monsieur Grognon. Merci, monsieur le Président. En pratique, la dépose de la voie intervient le plus souvent dès la fermeture d'une voie et avant son déclassement. Or, une ligne fermée continue d'appartenir au domaine public tant qu'elle n'est pas déclassée. Autoriser la dépose de la voie, parfois des années, avant son déclassement, qui n'interviendra pas nécessairement,
Au contraire, au principe d'inaliénabilité du domaine public. Cet amendement est suggéré par la FNO. Monsieur le rapporteur. Merci. Oui, la FNOT a présenté durant l'audition un certain nombre d'observations propres à ouvrir droit à des amendements une liste assez importante en la matière. Alors j'ai effectivement entendu celui-ci. Et après examen, et si cette préoccupation a été exprimée donc par cette fédération d'usagers, et après examen, je dirais, des textes, le principe d'inaliénabilité du domaine public est défini à l'article donc L. 3111-1 du Code de la propriété des personnes publiques vise l'interdiction de céder des terrains. Et je pense qu'il faudrait mieux compléter les dispositions du Code de la propriété des personnes publiques encadrant les autorisations temporaires d'occupation du domaine public. Si vous le voulez bien, je vous invite au retrait et à la réécriture de cet amendement au regard de l'article que je viens de mentionner, aux fins d'être en ligne sur ce point, même si effectivement la préoccupation, nous l'avons entendu, est tout à fait recevable. Une demande de retrait et réécriture pour la séance. Monsieur Grenon. Demande de retrait. Non. Du coup, vous retirez l'amendement, c'est ça, Monsieur Grenon? Très bien. Oui, amendement retiré. Amendement CD 46 présenté par Monsieur Thiebaud. Merci, Monsieur le Président. À travers cet amendement, je voudrais vous parler un peu effectivement de la situation aujourd'hui des petites lignes ferroviaires qui est la conséquence aussi d'une politique pendant des années du tout TGV. Aujourd'hui, nous avons des projets TGV qui sont en cours, des fois sur des distances qui ne sont pas très importantes. Par contre, je rappelle que faire une ligne LGV, donc ligne à grande vitesse, c'est des lignes sur lesquelles les trains potentiellement peuvent rouler à des vitesses de type 400-500 km/h. Plus on va vite, plus ces contraintes techniques sont importantes, plus forcément le coût de construction est important, plus le coût de maintenance est important, plus le tarif est cher et plus le coût pour la collectivité territoriale et pour l'État est important. Or, je pense qu'il est pertinent aujourd'hui qu'on puisse mener des études sur ces projets qui sont en cours avec notamment une alternative entre 200 et 250 km/h. Alors, on n'a pas de ligne aujourd'hui de 250 km/h en France, mais sachez qu'en tout cas chez nos voisins européens, que ce soit l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, effectivement, ce sont des lignes qui sont en service aujourd'hui et que sur certaines distances, en fait, notamment si je prends une ligne comme Bordeaux-Toulouse, où on a 3 arrêts à Auch, à Montauban, à Agen, on peut se poser la question effectivement de la pertinence d'une ligne à très grande vitesse sur laquelle on peut rouler à 400 km/h, puisqu'en fait le TGV sera très peu longtemps à la vitesse de 300 km/h. Du coup, une perte de temps, mais qu'il faudrait relativiser par rapport à l'économie qui peut être réalisée. Et cette économie qui est faite aussi bien par l'État ou par les collectivités territoriales pourrait justement permettre de générer des moyens complémentaires pour alimenter les petites lignes ferroviaires. Je précise bien que ce n'est pas un amendement contre le TGV, bien au contraire, mais c'est trouver des alternatives aujourd'hui en termes d'aménagement de territoire pour justement permettre l'exploitation et favoriser notre petite ligne ferroviaire. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est un amendement d'ailleurs qui relève d'une préoccupation qui est partagée par d'autres groupes à l'occasion d'autres amendements. J'ai noté ça du côté du groupe socialiste, j'ai noté ça du côté du groupe des Insoumis. Effectivement, réunir les conditions par rapport à des options TGV qui sont parfois comment dirais-je, préoccupante d'un point de vue du rapport qualité-prix, si je puis dire, eh bien, tout cela ne mérite pas d'opposition et mérite de la sagesse. C'est donc une position de sagesse de monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 46. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement CD 46 est adopté. Amendement CD 34, Monsieur Tête. Je vous en prie. Le micro, c'est bon. Oui, Monsieur le Président, donc sur les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic,
qu'on appelle aussi les lignes de desserte fine du territoire ou petites lignes. Elles représentent 9000 km de voies ferrées sur les 28 000 km de réseau ferroviaire national et sont classées, vous le savez, en 3 catégories. La catégorie 1, environ 1500 km de réseau structurant que SNCF Réseau doit reprendre dans son budget de régénération à partir de 2024. La 2, 6000 km de lignes faisant l'objet d'un cofinancement État-région à travers les CPER. Et enfin la 3, environ 1500 km de lignes d'intérêt local dont le financement est intégralement assumé par les régions. Dans un amendement examiné dans le cadre du projet de loi de finances 2023, le sénateur Philippe Tabarot a proposé un amendement de 300 millions d'euros en faveur de l'action 07 intitulée Infrastructure et mobilité verte, afin de soutenir la régénération des lignes de desserte fine du territoire. Ce montant visant à compléter l'enveloppe de 620 millions d'euros prévue sur 2 ans, en 2021 et 2022, pour ces petites lignes-là, où le rapport Philizot préconisait un financement de 700 millions d'euros par an afin de sauvegarder ce patrimoine. Le présent amendement a donc pour objet de rappeler dans cette proposition de loi l'exigence du financement qui s'impose à l'État. Monsieur le rapporteur. Oui, réactualisation d'une préoccupation qui nous est commune au niveau du financement et qui est également portée via un autre amendement par nos collègues socialistes. Donc j'inviterai à ce que cette problématique strictement financière rejoigne les débats ultérieurs du PLF et je vais vous demander un retrait sur ce point. Monsieur Tête. Il est maintenu. Je mets aux voix l'amendement CD 34 qui est pour. Qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 14 présenté par Madame Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous souhaitons qu'un rapport évalue l'impact environnemental des fermetures passées et potentielles des petites lignes, causées notamment par le sous-investissement et le manque de modernisation et de régénération du réseau. En effet, les fermetures de ces lignes peuvent avoir des conséquences environnementales car elles peuvent par exemple conduire à un report modal vers la voiture individuelle et ainsi augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Elles peuvent également avoir un impact sur la biodiversité si, à la place de l'entretien et de la modernisation de ces lignes conduisant à leur fermeture, de nouvelles lignes ferroviaires ou routières sont construites, engendrant potentiellement de l'artificialisation des sols. Ce rapport vise donc à apporter un éclairage sur l'impact environnemental de la fermeture de ces lignes. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, c'est une dimension effectivement qui mérite d'être soulignée et évaluée. Pour mon part, je ne vois aucune raison de m'opposer à cet amendement. Je n'y suis pas défavorable. Très bien. C'est un avis clair. Monsieur Morin, rapidement. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. Nous allons voter pour cet amendement qui aurait le mérite, dans ce rapport, de mettre en exergue, en effet, un problème de fond, qui est un problème d'un mouvement de vision des mobilités qui a conduit à l'utilisation de la voiture électrique, de la voiture individuelle, tout en ayant exclu les Français les plus modestes des centres-villes. Et donc, clairement, cette mauvaise stratégie de fermeture de petites lignes depuis des années conduit aujourd'hui à faire des ZFE après avoir obligé les Français à utiliser la voiture individuelle. Donc clairement, nous allons voter pour cet amendement qui aurait le mérite d'étudier les responsabilités des stratégies gouvernementales de ces dernières années. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 14 qui est pour. 8 qui est contre. Il est rejeté. Nous en venons à l'article 2 et l'amendement CD, soit dans la discussion, amendement pouvant être soumis à une discussion commune, amendement CD 63 présenté par monsieur le rapporteur. Oui, c'est donc là un amendement revisitant y compris l'article 2 à la suite des audiences
et des avis exprimés. Et c'est un amendement qui assouplit le cadre contractuel de financement des études qui était prévu à l'article 2 initial. Il prévoit que ce financement peut se faire dans le cadre d'un mécanisme qui ne serait pas obligatoirement le contrat de plan État-région, de manière à s'adapter à chaque situation locale. De plus, pour garantir le temps de la concertation, il prévoit un délai de 18 mois pour sa préparation. Par ailleurs, en parallélisme, il propose de cibler les études sur les lignes suspendues, comme j'en avais fait la proposition à l'article 1. Voilà, cet amendement conserve le principe selon lequel l'ensemble des études doit être financé, et pas seulement les études d'opportunité. Sachant que l'étude d'opportunité est la première étape au processus décisionnel, et que compte tenu des enjeux financiers qui sont portés par les études, dont vous avez peut-être eu quelques exemples, c'est plusieurs dizaines, parfois centaines de milliers d'euros, eh bien nous considérons que cette proposition est un levier majeur d'aide à la décision pour les régions confrontées à une décision définitive pour ces petites lignes fines de desserte du territoire. Merci monsieur le rapporteur. Amendement identique, amendement CD40 présenté par monsieur Cosson. Ça y est, je suis rouge, on peut y aller. Donc l'amendement qui suit prévoyait justement encore élargir l'utilisation de ces emprises pour exploiter tout type de mobilité innovant. On sait que l'innovation s'accélère, et le but c'est de pouvoir utiliser ces emprises avec bien entendu le concours des collectivités pour justement voir apparaître de nouveaux types de mobilité qui répondraient aux besoins, comme tout à l'heure le rapporteur a pu signaler, mais comme d'autres l'ont fait aussi autour des énergies telles que l'hydrogène, ou autour de tramway ou autres types de déplacements innovants. Amendement CD44 présenté par Madame Boyer. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Effectivement, cet amendement vise à proposer des études pour déployer des projets de mobilité innovants et adaptés aux territoires concernés sur les lignes n'ayant pas été circulées depuis le 1er janvier 2017. Merci. Amendement CD48 présenté par Madame Violent. Écoutez, il a été très bien défendu à l'identique par mes collègues, donc défendu. Parfait. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, comme quasiment à l'article 1, il y a une différence majeure entre nos deux propositions. C'est la différence qui consiste à limiter les études, bien évidemment, sur les lignes non circulées depuis 2017. Donc c'est une différence que nous avons désormais depuis le début. J'y ajouterai la limitation que vous faites dans votre proposition à un financement donc à parité qui porte uniquement sur les études d'opportunité, alors que je proposais que l'ensemble du champ des études considérées soit prise en compte dans ces financements paritaires État-région. Donc, pour ma part, j'émettrai un avis défavorable. Merci. Je vais donc mettre aux voix ces amendements avec une petite précision. S'ils sont adoptés, ils font tomber les autres amendements dans la discussion. Amendement CD63, qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Amendement CD40, enfin les amendements identiques 40, 44 et 48, qui est pour ? Qui est contre ? Ces amendements sont adoptés. Ils font tomber les autres amendements. Et nous
Et nous en venons à l'article additionnel après l'article 2. Amendement CD 36 présenté par Monsieur Barthès. Monsieur Meunier, dites-moi, Monsieur Meunier. Merci Monsieur le Président. Cet amendement propose d'inscrire dans la loi un usage de fait. Les études menées pour l'exploitation de lignes ferroviaires sont souvent complétées, appuyées ou issues d'études menées par des personnes publiques comme des collectivités territoriales ou des personnes privées. Cet amendement, dans sa proposition, veut donc apporter un éclairage sur les moyens mis en œuvre pour la relance du ferroviaire et également énoncer dans la loi la possibilité à un recours au privé ou au public pour participer à la réouverture d'une ligne ferroviaire. Cet amendement ne consacre pas une légitimité de ces études, mais permet seulement leur utilisation dans la mise au point d'un plan d'exploitation ferroviaire plus pertinent. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Ce serait une demande de retrait car nous sommes là en présence d'un état de fait, puisqu'aujourd'hui rien ne s'oppose à ce que ces études soient conduites, réalisées et conduites à la fois par des prestataires publics comme par des prestataires privés. Pour ma part, je ne vois pas d'enjeu à formaliser cela à partir de votre amendement. Je vous proposerai un retrait. Sur cette proposition de Monsieur le rapporteur, chers collègues, il est maintenu. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 36 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 1 présenté par Monsieur Beauvais. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à ce que les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires donnent un aperçu global sur les investissements injectés sur l'ensemble du réseau ferré par le biais d'un rapport annuel. Ce rapport est attendu par les autorités organisatrices de mobilité, en particulier par les régions qui subventionnent les gestionnaires d'infrastructures, mais qui n'ont que très peu de retours concrets sur l'utilisation de leur financement. Enfin, cet amendement permettra de donner de la transparence sur l'utilisation des fonds publics et engagera la responsabilité des actions des gestionnaires sur l'état des infrastructures ferroviaires. Ainsi, l'autorité de régulation des transports recevra également ce rapport. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. À cette date, et comme relatif au Code des transports et en son article 21.11.10, SNCF Réseau, déjà à l'heure actuelle, rend un rapport d'activité et ce rapport rend compte de la mise en œuvre du contrat décennal conclu par SNCF Réseau avec l'État et porte notamment sur un certain nombre de référents qui vous intéressent, les objectifs de performance, les indicateurs de suivi de l'état du réseau, les orientations en matière d'exploitation, la trajectoire financière. Donc, à ce titre, je pense que votre amendement est satisfait, même si j'en comprends l'esprit par rapport à la transparence. Et donc, à partir d'un avis préalable de retrait, j'irai plutôt à la sagesse. Monsieur le député Valence. Je vous en prie. Oui, juste deux mots pour dire que cet amendement pointe un vrai sujet qui est la capacité de SNCF Réseau à rendre des comptes à ceux qui financent les investissements qu'elle conduit ou parfois elle ne débourse aucun crédit. Mais je crois que systématiser cette notion de rapport ne permet pas forcément de nouer une relation contractuelle féconde et donc il faut probablement travailler un peu plus la formule avant d'adopter un amendement comme celui-là. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD1 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 56 présenté par Monsieur Meurin. Non, je vous en prie, madame. Ouais, allez-y. Madame Diaz, je vous en prie. Rapidement, cet amendement vise à demander un rapport sur l'investissement en matière de réouverture des lignes dont la fermeture est inférieure à 10 ans. Monsieur le rapporteur. Favorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 56 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Article
3, amendement identique, amendement CD41 présenté par Monsieur Cosson. Alors là, cet amendement vise à tout simplement de retirer dans la référence aux lignes aujourd'hui non circulées, tout en conservant cette mention de petite ligne. Merci. L'amendement CD49, Madame Violent. Effectivement, l'article tel qu'il est rédigé semble difficilement accessible. Donc l'idée, c'est de ne pas envisager l'ensemble des lignes, mais de se limiter à la mention petite ligne dans les attendus du contrat de performance de SNCF Réseau. Merci. Amendement CD51 présenté par Madame Boyer. Défendu, puisque nous souhaitons que toutes les petites lignes, même les moins fréquentées, soient préservées et on veut qu'elles continuent à exister. Merci. Monsieur le rapporteur. Pour toutes les raisons qui nous divisent, avis défavorable. Je crois que l'avis du rapporteur est clair. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Ces amendements sont adoptés et si je ne m'abuse, ils font tomber les autres amendements, les CD 33 et CD 25. Nous continuons après l'article additionnel, après l'article 3. Amendement CD 9 présenté par Monsieur Grenon. Merci, Monsieur le Président. Le premier alinéa de l'article L 1231-5 prévoyant que les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité. Il est logique que le comité soit consulté sur les projets de fermeture de sections de lignes qui se trouvent dans son ressort territorial. Cet amendement est suggéré par la FNOT. Monsieur le rapporteur ? Favorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Article 4. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement CD 64. CD 64 présenté par Monsieur le rapporteur. J'en aurais fait des propositions d'évolution. Pour vous complaire, malheureusement. Vous avez une capacité de travail qui est assez extraordinaire. C'est surtout, j'y viendrai à la fin, mais je peux le dire tout de suite, un travail remarquable de l'administratrice. Je dirais même exceptionnel. Dont il faut... ouais. On peut applaudir effectivement nos administratrices et administrateurs. Non, mais parce que c'est quand même un sac de pu. Non, mais c'est compliqué comme dossier. Chacun l'aura mesuré. Donc, techniquement, et tutti quanti. Pour en revenir à oui, parce que j'aurais jamais dû dévier. À l'article 4, c'est donc effectivement une proposition d'évolution eu égard à l'article 4 initial, qui prévoyait que les régions et le Haut Comité de transport ferroviaire rendent un avis conforme sur toute demande de fermeture, de déclassement, etc. Bien. Il m'a été précisé durant les auditions et au regard de vos amendements, les fonctions du Haut Comité qui ne se prêtent pas à un tel avis conforme. Et donc, cette réécriture laisse aux seules régions la faculté d'un avis conforme par rapport à une éventuelle proposition de fermeture. C'est l'enjeu majeur de cette réécriture. Même s'il... comment dirais-je, même s'il renforce néanmoins ou esquisse le renforcement des facultés du Haut Comité de transport ferroviaire en lui laissant la possibilité d'être informé sur la relance des lignes de desserte fine du territoire.
Merci, monsieur le rapporteur. Sur ces amendements identiques, amendement CD 42, monsieur Cosson. Nous étions en cours de concertation et on se posait la question si on n'allait pas le retirer au profit de la... Franck. Il arrive à vous convaincre. Bah, c'est ça, là. C'est à ce moment-là que chacune des lignes se rejoint. Non, c'est pour moi le chef. Non, mais... Ouais, on va réfléchir encore. Alors, on va réfléchir après, mais donc l'objectif de notre amendement était de donner au comité du système de transport ferroviaire la possibilité de demander un rapport sur la relance des lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national qui sera examiné dans l'une de ces commissions spécialisées afin de rendre un avis ou adresser des recommandations en la matière au ministre chargé des Transports. Merci. Amendement CD50 présenté par Madame Violent. Écoutez, extrêmement bien défendu par Monsieur Cosson, je ne ferai que de la paraphrase. Amendement CD52 présenté par Madame Boyer. Le Haut Comité réunit toutes les parties prenantes concernant le transport ferroviaire. Quatre parlementaires y siègent, le ministre des Transports le préside. Donc, supprimer l'avis conforme de cette instance, c'est pour toute demande de fermeture de déclassement ou cession d'emprise foncière de ligne, nous paraît adapté, car le fonctionnement du Haut Comité n'est pas adapté à ce type de décision, et sa gestion administrative non plus, et ses missions non plus, car ça risque de complexifier la décision. Donc notre amendement vise par contre à donner la possibilité au Haut Comité de solliciter un rapport sur la revitalisation des petites lignes. Monsieur le rapporteur. Écoutez, il fallait sauver le soldat Ryan, en l'occurrence l'article 4. Donc je vous propose de voter mon amendement, le CD 64, qui en fait ramasse les trois autres, auxquels je demanderai, ramasse et transforme, auxquels j'émets un avis défavorable, bien sûr, puisque le mien est meilleur. Comprends-tu, là? Je comprends tout à fait, monsieur le rapporteur. Ce qui signifie que vous mettez un avis défavorable sur les autres amendements, n'est-ce pas? Voilà. Très bien. Au profit du mien. Au profit du vôtre. Et en lançant un appel au comité au transport ferroviaire, puisque malheureusement il ne s'est pas siégé depuis très longtemps. Oui. Avant de mettre aux voix, monsieur Thiebaud, vous vouliez réagir? Oui, puisque j'adore écouter le rapporteur dans ses excellentes explications. Juste une petite question sur votre amendement, sur le 2 et le 3, puisqu'aujourd'hui, c'est bien les régions qui décident de toute façon la fermeture des lignes. Non? Oui, mais c'est la SNCF agit en termes de délégation de service public au titre des régions. Enfin, je parle sous contrôle du monsieur le rapporteur et puis monsieur Valence par la suite. Du président Valence. Je parle sous le contrôle du président Valence. L'initiative de la proposition de fermeture émane de SNCF Réseau avec l'accord de l'État et un avis simple des régions in fine. Je me trompe? Monsieur Valence. Bon, déjà, c'est la France, on est tous présidents de quelque chose. Hein, donc, en pratique, comment ça se passe? Quand vous avez une ligne ferroviaire qui a été mal entretenue pendant des décennies et sur laquelle il y a des trains qui circulent, SNCF propose de poser des ralentissements, souvent. Elle propose presque jamais de poser une fermeture. Elle propose des ralentissements qui sont parfois si significatifs quand vous commencez à proposer à une région de mettre 40 ou 50 minutes de ralentissement ou 3 ou 4 fois 10 minutes de ralentissement, que produire une offre ferroviaire qui met 1h30 ou 2 heures pour allier des villes qui sont distantes de 20 minutes, ça n'a aucun intérêt. Donc, factuellement dire que ce ne sont pas les régions qui prennent la décision de fermeture, c'est vrai, mais elles sont toujours associées à ces décisions, qu'elles subissent en vertu de la dégradation de l'état d'infrastructure, mais on ne peut pas dire qu'on passe outre leur avis, c'est contraire à tout ce qui s'est passé ces dernières années. Elles sont
elles subissent la situation de l'infrastructure, mais leur avis est bien pris en compte et SNCF ne ferme pas tout seul une ligne ferroviaire. C'est pas tout à fait exact. Madame Violent. Mais écoutez, en réaction à ce que vous dites sur, on va dire, la fréquence de réunion de ce haut comité du système de transport ferroviaire, j'ai 2 propositions. La première, c'est peut-être de suggérer une audition au sein de la DDAT de ce haut conseil, haut comité. Sinon, d'annuler purement et simplement cet article 4. Merci. Eh bien, nous formulerons une demande pour que cette haute instance puisse se réunir le plus rapidement possible et venir, pourquoi pas, devant notre commission. Très bonne suggestion. Monsieur le rapporteur, ça vous va si on met aux voix? Pardon? On va donc mettre aux voix, chers collègues. Oui, bien sûr. L'amendement CD 64 de monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement identique. Il va de soi que si ces amendements sont adoptés, les autres tombent. Les amendements identiques, CD 42, CD 50 et CD 52. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont adoptés. Nous en venons à l'article additionnel après l'article 4 et la parole est à monsieur Carrière pour le CD 18. Merci Monsieur le Président. Cet amendement prend la suite de celui que nous avons voté tout à l'heure sur le fret ferroviaire. Nous voulons revenir au niveau des années 1980 sur le ferroutage français, soit 25% des échanges de marchandises sur le territoire national. Pour cela, il est nécessaire de dynamiser les petites lignes qui permettent de délester les petits et moyens axes routiers d'une part, mais qui permettent aussi d'augmenter l'usage de ces derniers et donc de justifier leur entretien afin de les garder en état de marche pour le réseau national. Dès lors, il est nécessaire que les gares puissent accueillir des cargaisons reçues par les petites lignes. Bien souvent, celles-ci se font à l'aide de poids lourds. Par cet amendement, nous défendons donc l'intégration dans les plans de mobilité d'une condition de facilitation d'intermodalité entre le transport routier et le transport ferroviaire, en demandant aux AOM de veiller à ce qu'un maillage national à une échelle de 10 km, au moins une gare soit adaptée à recevoir des camions transportant des marchandises. Cette mesure entre dans le cadre de la bifurcation écologique nécessaire pour notre pays et aussi d'assurer une activité qui n'est pas délocalisable. Actuellement, des entreprises de transport de marchandises routiers appartiennent à tous les pays d'Europe. Ici, dans le cas où une telle mesure serait appliquée, cela défendrait l'emploi local avec des entreprises de transport routier qui seraient alors situées à proximité immédiate de ces gares. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Avis favorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 18 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 10, monsieur Grenon. Merci Monsieur le Président. Actuellement, de nombreuses voies vertes ou autres aménagements irréversibles sont installés sur des lignes du réseau ferré national sans avoir fait l'objet d'un déclassement. Dès la décision de fermeture, SNCF Réseau conclut avec les départements des conventions d'occupation temporaire du domaine public ou des contrats de transfert de gestion. Ces occupations durables doivent être soumises à l'avis conforme des régions concernées. En outre, ces conventions et contrats ne font actuellement l'objet d'aucune mesure publicité obligatoire. Monsieur le rapporteur. Sagesse. Monsieur Valence. Je vous en prie, monsieur Valence. Oui, c'est le fait que souvent ce soit des conventions d'occupation temporaire est destiné à pouvoir permettre éventuellement la réutilisation d'une partie des emprises à des fins ferroviaires. C'est donc, à mon avis, une mauvaise idée de voter ce type d'amendement pour ceux qui défendent le train et les possibilités futures ouvertes, par exemple, par les matériels légers. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 10 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 11, monsieur Grenon. Merci Monsieur le Président. La loi du 30 décembre 1982 prévoyait la consultation de la région, des départements et des communes concernées. La consultation de la région n'est pas suffisante, d'autant qu'une ligne peut concerner plusieurs régions limitrophes.
Ces consultations peuvent rester légères, en incluant essentiellement les communes en tête de ligne et celles ayant bénéficié de la desserte avant la désaffectation de la ligne. Par ailleurs, la consultation des fédérations nationales d'usagers était autrefois obligatoire. Concernant les enquêtes publiques, la plupart des procédures de déclassement du domaine public intègrent une enquête publique, même quand les enjeux sont modestes. Comme la suppression d'un passage à niveau, une telle enquête est prévue pour simple aliénation d'un chemin rural. Le nombre d'enquêtes de déclassement serait inférieur à une dizaine par an, sur un total d'environ 5000. Enfin, les décisions de déclassement reposent sur des évaluations de potentiel de trafic. Ces évaluations ne peuvent être réalisées que par la SNCF Réseau, d'autant qu'elle le fait le plus souvent après la décision de déclassement. Elles doivent être confiées à un ou des experts indépendants. Cet amendement est suggéré par la FNO. Monsieur le rapporteur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je reste convaincu que l'échelon prioritaire et primordial, c'est la région. C'est ce que j'indiquais au début de cette discussion. Donc, pour ma part, je demande un retrait, considérant qu'il convient de continuer de cibler l'AOM, même si nous n'y sommes pas parvenus aujourd'hui. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD11 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD17 présenté par Madame Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous demandons l'élaboration d'un plan complet pour les lignes ferroviaires à grande vitesse. En effet, la construction des LGV ne doit pas se développer au détriment de la rénovation des lignes classiques et des petites lignes ferroviaires de desserte fine du territoire. Et ce, d'autant plus que les LGV se font en faveur des grandes métropoles, pour des gains de temps parfois très limités et alors que les investissements des transports du quotidien ne sont pas suffisants. Par exemple, dans le cas de la LGV reliant Bordeaux à Toulouse, le gain de temps est d'1 heure alors que le coût estimé est de 14,3 milliards d'euros. Par ailleurs, les citoyens des départements majoritairement ruraux par lesquels passe cette LGV sont mis à contribution alors que même leur déplacement de la vie de tous les jours risque d'être très peu impacté. Monsieur le rapporteur. Dans la logique de l'avis favorable donné sur un sujet approchant au groupe Horizon, avis favorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD17 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD19, Monsieur Carrière. Merci, Monsieur le Président. Le transport est la première source d'émissions de gaz à effet de serre sur le pays et la première source d'émissions d'oxyde d'azote. Et pourtant, depuis 2000, le transport routier de marchandises a augmenté de 16%, alors que le fret ferroviaire a diminué de 43% sur la même période. Avec la fermeture des voies ferrées pour cause de déclassement, l'écart va continuer de croître. Il est nécessaire donc de faire un point d'étape français, mais aussi de développer un plan massif d'investissement dans la mise en place du ferroutage qui consiste à charger les cargaisons initialement transportées sur route vers des locomotives sur rail donc. Cela permettra non seulement d'améliorer la qualité de l'air pour nos concitoyens, mais aussi de rouvrir un marché jusque-là laissé aux entreprises privées qui n'apportent qu'assez peu de bénéfices directs aux Français. Cela garantirait aussi d'atteindre les objectifs de la part modale du fret ferroviaire fixés dans la loi LOM de 2019. À l'heure du changement climatique, la planification écologique est nécessaire. Nous avons ici un objectif, ne manque que les moyens d'action, ainsi qu'un agenda rigoureux. Le transport combiné rail-route doit être remis sur la table et suivre une planification nationale pour être mise en œuvre, et nous proposons que cela soit engagé au plus tôt. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, comme je l'ai indiqué pour d'autres amendements relatifs aux questions d'investissement, j'invite leur auteur à s'inscrire dans la discussion du prochain PLF. Je demanderai le retrait. Monsieur Carrière. Il est retiré? On maintient. Il est maintenu. Je maintiens. Ouais. Très bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement CD19 qui est pour,
Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement CD3, Monsieur non. Monsieur Beauvais, non. Merci Monsieur le Président. Ce rapport permettra de localiser les petites lignes ferroviaires pouvant mettre en service les innovations durables telles que les navettes autonomes, des bus-rails, des voitures-rails. Il servira également d'avoir un état des lieux des travaux de recherche, de l'avancement des projets et des moyens financiers nécessaires pour cette thématique absolument essentielle qui permettrait de rouvrir et ou sauver certaines petites lignes. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Nous avons déjà acté dans le courant de la discussion des articles quelques amendements relatifs à des rapports d'évaluation. J'estime que toutes choses étant égales par ailleurs, c'est suffisant. Je proposerai donc sur l'ensemble de ces amendements portant sur des demandes de rapport d'être sage et donc d'adopter un avis de demande de retrait. Il est maintenu. Maintenu, je vais donc mettre aux voix cet amendement CD3 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 58 présenté par Monsieur Meurin. Non, Madame Diaz, je vous en prie. Excusez-moi, le micro. Ouais. Il s'agit d'une demande de rapport permettant d'évaluer toutes les conséquences économiques et sociales sur les communes impactées dans un rayon de 20 km à la suite de la fermeture d'une gare ou d'un arrêt. Monsieur le rapporteur. Demande de retrait. Est-il maintenu? Madame Diaz, il est maintenu. Je mets aux voix cet amendement CD 58 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 59. Madame Diaz. Attends, on va y arriver, excusez-nous. C'est nous. Voilà. Il s'agit également d'une demande de rapport sur la fixation des prix des péages ferroviaires et leur impact sur le nombre de trains en circulation. En effet, la France est l'un des pays européens où le droit de péage est le plus élevé. À titre de comparaison, il est de 8 € du kilomètre en France sur une voie classique et il est de 1,45 € en Suède. Cela signifie donc que les entreprises comme la SNCF doivent payer une redevance qui ne cesse d'augmenter depuis des années et qui est évidemment répercutée sur le prix du billet, puisque cette redevance représente entre 35 et 40% du prix du billet de train et 15% du prix du billet de TER. Durant les prochaines années, SNCF Réseau va augmenter ses droits de péage pour faire face à l'inflation à des taux particulièrement hauts, jusqu'à 8% de plus l'an prochain. Ainsi, l'élaboration d'un rapport nous permettrait de comprendre et d'appréhender au mieux l'impact des prix des péages sur l'exploitation des trains et TER. Monsieur le rapporteur. Demande de retrait. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 59 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 60, Madame Diaz. Oui, donc à nouveau la demande d'un rapport donc sur l'innovation des systèmes de sécurité ferroviaire concernant les passages à niveau, parce que c'est un vrai sujet. Chaque jour, 16 millions de véhicules traversent les 15 000 passages à niveau que l'on peut trouver sur le territoire. Ce chiffre démontre l'importance de garantir une complète sécurité pour les Français, surtout lorsque l'on constate qu'en 2021, 24 personnes sont décédées lors d'une collision avec un train sur un passage à niveau. L'objectif fixé de réouvrir les petites lignes ferroviaires doit être accompagné d'une véritable réflexion sur la façon dont les passages à niveau sont sécurisés, notamment par la mise en place de caméras intelligentes afin d'éviter de trop fréquents ratés de fermeture, comme on peut voir dans certains territoires. Pardon, Monsieur madame. le rapporteur. Demande de retrait. Maintenu. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 61, Madame Diaz. Oui, donc à nouveau une demande de rapport sur les innovations dans le secteur ferroviaire, notamment sur les trains autonomes, connectés ou innovants au niveau de leur motorisation. Et il est maintenu. Et il est maintenu avec un avis de Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Demande de retrait, s'il vous plaît. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 61 qui est pour. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement CD4 présenté par Monsieur Beauvais.
Merci Monsieur le Président. Cet amendement découle d'une attente importante des autorités régionales. En effet, ces dernières ont du mal à se projeter dans l'élaboration de projets ferroviaires du fait du manque d'informations cartographiques sur l'état de la localisation d'infrastructures des petites lignes ferroviaires. Les cartes qui seront publiées grâce à cet amendement pourront contenir des informations précieuses dans les années à venir, à l'instar des projets de fermeture ou d'ouverture de lignes, ou encore sur l'état et le niveau de vétusté des voies. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. De retrait, s'il vous plaît. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD4. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Chers collègues, l'article 5, il n'y a aucun amendement qui est déposé. Je vais donc mettre aux voix cet article. Qui est pour? Qui est contre? L'article 5 est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. La proposition de loi Vulfranc. Qui est pour? Qui est contre? Et chers collègues, la proposition Vulfranc est adoptée. Attendez. Avec un petit mot de monsieur le rapporteur. Non, c'est une proposition de loi qui, bien sûr, est réduite aux acquis et qui plus est, qui ne pourra certainement pas être défendue dans l'hémicycle. Donc je vous invite à la faire vivre. Reprenez-la, faites-la vivre, enrichissez-la, croissez et multipliez. Merci. Avec cette conclusion divine, nous nous retrouvons demain matin, enfin tout à l'heure, dans cette même salle pour les conclusions de la mission de monsieur Vermorel Marquez et Laurence. À demain matin à 9h30.